Brahim Metiba, Ma mère et moi, lecture par la Compagnie du deuxième étage, au Maghreb des livres 2016, Hôtel de Ville de Paris. Brahim Metiba qui vient de recevoir le prix Beurre FM pour ses 2 livres qui sont en fait des livres sur en quelque sorte les relations avec ses parents, les difficultés de communiquer avec ses parents. Alors le premier que vous avez écrit s'appelle Ma mère et moi et le deuxième Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, c'est-à-dire avec son père. Alors dans le livre du dialogue avec votre mère, c'est un dialogue qui est difficile puisque vous êtes totalement différents, qu'elle habite Alger et que vous n'habitez plus Alger, et qu'elle a des goûts qui ne sont pas du tout les vôtres. Apparemment, elle a le goût des séries télévisées un peu à l'eau de rose, disons, et d'autre part, elle a sur votre vie des vues très très claires. Vous devez vous marier, vous devez avoir des enfants, vous devez faire un certain nombre de choses selon les règles, et elle ne comprend pas du tout que vos choix sont différents. Et comme il est difficile de parler avec elle parce qu'elle s'évade dans des histoires de recettes de cuisine, quand vous essayez de discuter de quelque chose, vous décidez de lui lire le livre de ma mère de Cohen. Et c'est extrêmement intéressant de voir cette espèce de faux dialogue qui se crée entre votre mère et vous à ce sujet. Alors je vais passer tout de suite au père, comme ça on va laisser les comédiens lire les textes les uns à la suite des autres. Alors, avec votre père, c'est différent. C'est un dialogue, une absence de dialogue posthume. Que vous liez, ce dialogue se fait tout au long d'un parcours d'autobus. Vous prenez, votre père vous a légué un ticket d'autobus et vous prenez des autobus pendant tout le temps que ce ticket veut bien vous servir. Et à l'occasion de certains arrêts, de certains cafés, vous retrouvez des choses de votre père et en particulier, au fond, vous lui en voulez de ne pas vous avoir transmis grand-chose. Et il y a aussi dans ce livre des passages extrêmement durs sur l'Algérie. Vraiment très très dur. Moi, je vais pas, des fois qu'ils auraient décidé de les lire, je ne vais pas en parler. Mais c'est vrai que ces 2 livres sont extrêmement intéressants et en plus très très bien écrits. C'est pourquoi on se réjouit que vous ayez eu ce prix Beurre FM. Bon, je laisse la place à vos textes. Ma mère est assise, les jambes droites et le dos droit. Elle regarde des histoires à la télé. Ce sont toujours les mêmes. Une fille orpheline et pauvre tombe amoureuse d'un garçon riche. Elle est obligée de mentir pour se faire aimer. Lui continuera de l'aimer même en sachant qu'elle est pauvre. Ma mère dit « Ce ne sont pas toujours les mêmes histoires, elles sont différentes. » Elles ne sont jamais différentes. Si elles diffèrent, c'est qu'une fois, elles se passent au 19e siècle et une autre fois à notre époque. Je vois rarement ma mère. Elle m'appelle régulièrement. Nous parlons de cuisine. Je l'appelle régulièrement, nous parlons de cuisine. Je lui demande ce qu'elle regarde à la télé. Elle dit c'est l'histoire d'une orpheline. Je connais l'histoire, c'est toujours la même. Parfois, j'aimerais entrer dans l'esprit de ma mère pour savoir ce qu'il y a. Pour faire sortir ce qu'elle ne dit pas. Mais je crois qu'il n'y a rien d'autre que ce que dit ma mère. C'est-à-dire des recettes de cuisine et l'histoire d'une orpheline qui tombe amoureuse d'un garçon riche, qu'il aime quand même. Mon rapport à ma mère est silencieux. Elle est assise, jambe droite et dos droit, et je l'observe. J'attends qu'elle parle, mais elle ne dit rien. Je demande à ma mère si elle veut que je lui raconte une histoire. Je dis que c'est dans un des livres qu'elle voit. Elle dit oui, si tu veux. Je sais ce que ma mère aime. Je choisis l'histoire d'un orphelin. Je dis que le titre du livre est « Le livre de ma mère ». Ma mère sourit tout de suite. Je dis que l'auteur s'appelle Albert Cohen. Ma mère me fait répéter le nom et me regarde sans me fixer. Je sais ce que pense ma mère. Je dis qu'il a perdu sa mère et qu'il regrette de ne pas l'avoir suffisamment aimée, suffisamment vue. Ma mère sourit de nouveau. Le premier jour. Ma mère me regarde caresser la couverture du livre. Je dis que l'histoire commence avec l'auteur assis à son bureau. Il parle à sa plume pour lui demander du réconfort, car il vient de perdre sa mère. Ma mère me regarde. Je dis que ce n'est pas vrai, que c'est une façon de parler. Que l'auteur croit simplement que les mots ont le pouvoir de guérir sa douleur. Ma mère dit « Rien ne remplace une mère ».
Je dis que c'est aussi ce que l'auteur dit. Ma mère veut que je continue. Elle demande qui sont les filles de Jérusalem. Je dis que je ne sais pas, mais que ça semble être une référence aux origines de l'auteur. Ma mère me regarde. Je dis, il est juif. Le deuxième jour. Ma mère veut que je reprenne l'histoire d'Albert Koher. Je dis que la scène s'ouvre sur Shabbat. Ma mère veut savoir ce que c'est. Je fais des recherches et je dis que c'est le 7e jour de la semaine, que c'est un jour de repos où les Juifs cessent de travailler pour se consacrer à leur famille et à Dieu. Ma mère dit comme le vendredi, pour nous, les musulmans. Le « nous » me dérange. Pour ne pas fâcher ma mère, je dis oui. Ma mère écoute le récit du retour du narrateur de la synagogue avec un brin de myrte. Ma mère prononce mitre. Ma mère demande pourquoi je l'appelle le narrateur puisqu'il s'appelle Albert. Je dis qu'écrire, c'est une autre voie. Le 7e jour. C'est vendredi, jour de prière chez les musulmans. Mon père est parti à la mosquée, ma mère prépare le couscous. Je lui demande si elle veut de l'aide. Elle dit oui. Ma mère veut parler de mariage. Elle dit que la mère d'Albert Koher a raison. Ma mère dit il faut se marier. Et j'essaye d'utiliser le langage de ma mère. Je dis le plus important c'est d'être heureux. Je pense à K, à Z, à B. Je me dis que ma mère pourrait savoir. Je me demande si elle sait. Je me demande si elle fait semblant de ne pas savoir. Le 16e jour. Je suis la mère. J'ai eu 7 enfants et celui qui parle est mon dernier. Je l'observe depuis 37 ans. J'ai connu 2 guerres. Je suis l'aîné de ma famille. On comptait sur moi. Je ne sais ni lire ni écrire. Si mes enfants savent lire et écrire, c'est grâce à moi. Celui qui parle dit que nous ne parlons pas. Il ne me parle pas. C'est lui, le spécialiste des mots. S'il ne trouve pas ces mots, je ne peux pas l'aider. Moi, je n'ai pas besoin de parler. Je l'observe et je sais. Je l'ai nourri, habillé, surveillé. Je lui ai appris tout ce qu'il sait. Je sais qui sont K, Z et B. Celui qui parle veut que je parle comme lui. Je ne comprends rien à ce qu'il dit et je n'ai pas besoin de comprendre. Je n'ai pas besoin de comprendre parce que je vois. Je vois celui qui parle. Je vois ce qu'il fait, ses manières, sa façon de parler. Je vois son regard. Je suis musulmane et vieille. Celui qui parle a changé. Il ne veut pas se marier. Il dit qu'il veut vivre avec un homme qu'il présente comme son ami. Je ne sais ni lire ni écrire, mais je sais qui est celui qui parle. Je sais qui est ami et qui ne l'est pas. Je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je veux voir mon fils marié et de préférence avec une musulmane. Je n'accepterai jamais un autre Dieu, une autre façon de se marier et je ne veux pas en parler. Ma vie, c'est de cuisiner pour mon mari et mes enfants. Celui qui parle n'a pas besoin de parler. Je suis vieille. Je veux simplement lui faire à manger, le voir satisfait et savoir qu'il est en bonne santé. Je suis vieille. Je ne peux pas changer d'avis. Mais celui qui parle est mon fils et sera toujours mon fils. Je ne discute jamais avec mon père. Nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Nous bavardons encore moins. Ce jour-là, juste avant de repartir en Algérie, mon père m'avait laissé un mot. Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, je te laisse ce ticket de métro. Ton père. À côté du mot, il y avait le ticket de métro. L'écriture de mon père, régulière et fière, m'a toujours fasciné. Mon père a toujours besoin de signer « ton père » quand il m'écrit. Comme si ce jour-là, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Comme si je ne reconnaissais pas son écriture. Est-il fier d'être mon père au point de le souligner ? La formulation brève et directe, l'écriture propre, la signature formelle, émanant non pas d'une personne mais d'une fonction, ton père, me font sentir une importance du geste. Mais de quelle importance s'agit-il ? Que signifie ce désir soudain qu'a eu mon père de bavarder avec moi ? Nous étions ensemble la veille, nous avions du temps pour bavarder. Pourquoi ne l'a-t-il pas pris ?
Et quel est le lien entre ce temps que mon père n'a pas eu pour bavarder avec moi et ce ticket de métro? L'agencement des deux segments de la phrase me fait croire à un rapport de cause à effet. Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, donc je te laisse ce ticket de métro, ton père. L'agencement des deux segments de la phrase me fait croire à un rapport de compensation. Je te laisse ce ticket de métro qui compense le temps que je n'ai pas eu pour bavarder avec toi, ton père. L'agencement des deux segments de la phrase me fait croire à un rapport d'égalité. Je te laisse ce ticket de métro qui est le temps que je n'ai pas eu pour bavarder avec toi, ton père. Je te laisse ce ticket de métro qui est le bavardage que je n'ai pas eu le temps d'avoir avec toi, ton père. Il n'y a qu'un seul ticket de métro. Si je veux le transformer en cadeau de mon père, il ne faut pas que je me trompe de parcours. Il faut que ce soit un parcours de bavardage entre mon père et moi. Je ne veux pas me tromper de parcours, je veux être au plus près du souhait que j'assigne à mon père. Je veux être au plus près du sens de la notion de bavardage. Bavardage, substantif masculin, action de parler longuement, familièrement, souvent pour ne rien dire, par métonymie, ensemble de paroles abondantes, souvent dépourvues d'intérêt. Le parcours de bavardage entre mon père et moi sera donc un parcours dépourvu d'intérêt. Il ne faut pas réfléchir, car réfléchir, c'est donner un sens à son action, un sens déterminé, par un intérêt. J'habite à Clichy-la-Garenne. Je ne prends que le métro, jamais le bus. Le ticket de métro étant également valable pour le bus, je choisis le jour de mon anniversaire, le 24 octobre, pour bavarder avec mon père, en bus. Comme il ne faut pas réfléchir, pour que ce parcours soit le parcours de bavardage entre mon père et moi, je prendrai le premier bus qui se présentera. Ce sera le cadeau de mon père pour mes 37 ans. Mon père habite en Algérie. J'habite en France depuis 14 ans. Mon père a cessé de vivre au moment où il a arrêté de travailler. Lorsque j'ai quitté l'Algérie, j'ai laissé mon père encore actif. Depuis quelques années, lorsqu'il vient me voir en France, il est de plus en plus dépendant des autres. Il marche lentement et avec peine. J'ai décidé de ne garder de lui que de vieilles photos qui le montrent jeune et vigoureux. Je ne me souviens que d'un seul moment où mon père m'a compris. C'était comme un miracle, ça ne s'est produit qu'une seule fois et plus jamais après. J'expliquais à ma nièce, alors âgée de 15 ans, que les noms qu'on donne aux choses ne leur sont pas intimement liés. J'utilisais l'exemple des couleurs en disant que ce que nous appelons rouge pourrait très bien s'appeler orange ou bleu, sous condition que nous nous mettions tous d'accord sur cette appellation pour favoriser notre communication. Mon père se réveilla ce jour-là et dit « Oui, c'est vrai ». Je suis restée émerveillée par cette union entre mon père et moi, sur un plan aussi métaphysique, là où, sur le plan le plus pratique, je ne comprends rien à ce qu'il raconte et il ne comprend rien à ce que je dis. Nous parlons pourtant la même langue, le français, car comme tous les Algériens de sa génération, mon père ne connaît que le français. 10h54. Le bus 54 arrive, direction Porte d'Aubervilliers. Je monte et je valide. Le conducteur est noir, cravate aux couleurs de la RATP, à l'intérieur d'un pull au col V, sans manches et sur chemise blanche. Deux femmes voilées occupent les places du chœur. Le bus est plein. Une femme voilée laisse sa place à une dame noire. Les cafés vers la porte de Clichy me font penser aux cafés en Algérie. Clientèle exclusivement masculine, décoration inexistante, mobilier réduit à l'essentiel. Le service se fait directement au comptoir. Petit, j'écoutais mon père parler en français avec ses amis. J'admirais son phrasé. Je ne comprenais rien, il parlait politique, mais j'aimais la musique des phrases prononcées par mon père et l'assurance que ça lui donnait. Puis mon père a cessé progressivement de parler. Je me rends compte que je vais quelque part, que ce parcours n'a rien d'aléatoire, que ça ne peut pas ressembler à un bavardage. Bon, je pense qu'il y a peut-être des spectateurs qui ont envie de poser des questions à M. Mekhiba. Ou moi, de mon côté, je vais juste dire que j'ai été très frappée par ces problèmes de langue.
ce français que parle votre père et qui est la seule langue qu'il parle et que vous ne connaissez pas quand vous étiez enfant. Mais alors, qu'est-ce que vous parliez chez vous? Algérien, mais votre père, il parlait... Si, il parlait un peu, mais pas quand il avait envie d'exposer des choses un peu... Mon père fait partie de la génération de l'Algérie française, donc le français est sa première langue. Il n'empêche qu'il connaît aussi l'algérien, qui contient beaucoup de mots français pour des raisons historiques évidentes que vous connaissez, et où il y a d'autres langues aussi mélangées. J'en parle dans Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, un peu d'arabe, un peu de berbère, de l'italien, du portugais, bref, tout ce qui constitue l'histoire de l'Algérie.